Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur Camus 24. Voici la nouvelle session d'information. Nous sommes le 7 août 2013. C'est la 7e livraison de ce mois d'août. On commence avec la décentralisation et gouvernance locale. Les activités de la deuxième édition sont lancées depuis ce 7 août 2013 à Yaoundé. C'est sous le thème territoire et participation citoyenne au développement local. Ceci en prélude à l'événement qui est annoncé dans les tout prochains jours. René Emmanuel Sadi, qui s'est chargé de lancer ces activités, en a profité pour présenter la carte communale et procéder à l'inauguration du nouveau marché de Biémassi. C'est une banlieue de la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé. Éducation, l'enseignement secondaire privé du littoral s'évalue à Douala. Le comité régional de cet ordre d'enseignement s'est réuni ce 7 août 2013 dans le but de débattre du fonctionnement des établissements scolaires privés du littoral au sortir de l'année scolaire 2012-2013 et faire alors des projections pour l'année scolaire 2013 et 2014. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Merci de nous accorder votre préférence. On l'a donc dit en titre, décentralisation et gouvernance locale. Les activités de la deuxième édition sont lancées depuis ce 7 août 2013 à Yaoundé sous le thème territoire et participation citoyenne au développement local. Ceci en prélude à l'événement. René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a à l'occasion présenté la carte communale et procédé à l'inauguration du nouveau marché de Biémassi. C'est une banlieue dans la capitale politique du pays, à Yaoundé. Compte rendu, Salomon Foué, Alexis Claude Amougou, Apollinaire Zoubenbon pour le récit. La carte communale présentée ce mercredi est une publication du Fonds spécial d'intervention intercommunale. C'est un document de 460 pages qui présente l'ensemble des projets financés par cet établissement public entre 2007 et 2013. Dans cet intervalle de temps, 260 projets ont été financés dans des communes et villes du Cameroun pour une enveloppe globale de 31 760 millions de francs CFA. Les 10 projets vont de la santé à la construction des hôtels de ville, en passant par l'électrification, l'éducation, la construction des marchés et gares routières, la fourniture en véhicules et engins, la coopération et la formation pour ne citer que cela. Cette carte a été faite par Camille Philippe Akoa, le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FECOM. C'était en présence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, ceci devant le vice-président de la conférence africaine de la décentralisation, lequel a lancé la série d'activités retenues dans le cadre de la célébration de la deuxième édition de la journée africaine dédiée à la décentralisation et à la gouvernance locale. Il était entouré pour la circonstance de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres Jean-Claude Mbouemtchou, Basile Atanganakuna, Jules Dorendongo et Titi Pierre. L'inauguration du nouveau marché de Biémassi dans l'arrondissement de Yaoundé 6e a bouclé le premier volet des activités retenues dans le cadre de la deuxième journée africaine dédiée à la décentralisation et à la gouvernance locale. Parlons cette fois de l'action gouvernementale avec le ministre des Postes et Télécommunications qui appelle ses collaborateurs de la région du Nord-Ouest à se rendre de temps en temps sur le terrain afin de toucher du doigt les réalités et les difficultés que rencontrent les populations des zones enclavées en matière de télécommunications. Jean-Pierre Bitibi Essam le leur a demandé au cours de la visite de travail qu'il a achevée ce jour à Bamenda. Et ce déplacement axé sur le thème désenclaver les zones rurales grâce aux technologies de l'information et de la communication a du reste abouti à l'inauguration officielle des télécentres communautaires polyvalents dans quelques arrondissements dans cette partie du pays. Les détails avec Clémence Niamda, Christian Véné et Serge Tetka. Au bout de son parcours du combattant, c'est ici, au télécentre communautaire polyvalent d'Ewo, petit village situé dans l'arrondissement de Batibo, département de la Momo, que le ministre des Postes et Télécommunications a achevé son périple. Jean-Pierre Bitibi Essam a procédé tour à tour à l'inauguration des télécentres communautaires polyvalents de Djakiri, des lacs Oku, d'Ako et de Misaje. Ces télécentres arrivent comme solution à l'enclavement numérique que connaissent la plupart des zones rurales. Les principaux bénéficiaires qui sont tapis dans les administrations publiques sont conscients de ce que cette trouvaille aura un impact tant sur les plans administratifs que sociaux et culturels à travers l'amélioration de la qualité des prestations des professionnels ruraux
la facilitation de l'interaction entre les différents secteurs d'activité économique ou permettra tout simplement de familiariser les femmes et les jeunes aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aux diverses doléances des employés de ces télécentres communautaires polyvalents, le ministre des Postes et Télécommunications a promis une suite favorable. Et puisque télécommunications rime avec instrument de développement, Jean-Pierre Beyeti-Biessam a recommandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage et surtout de rester vigilants pour lutter efficacement contre la cybercriminalité qui est malheureusement la gangrène des nouvelles technologies de l'information. Parlons cette fois de la prestation de serment des ingénieurs des travaux publics qui ont donc pris leurs fonctions ce jour et se sont engagés à faire respecter la loi, mais surtout à réprimer tous les contrevenants, puisqu'ils abordent désormais la casquette d'auxiliaire du procureur de la République. José Ngonga et Sèche Tetka nous en disent plus. C'est en tout 34 ingénieurs, techniciens supérieurs et autres à avoir pris part à cette audience d'un genre particulier. Au cours de la plaidoirie des circonstances, ils apprendront que la loi doit être appliquée avec fermeté, raison pour laquelle ils sont appelés à agir avec loyalisme et probité morale. Une fois édifiés sur le rôle qui est à présent le leur, chacun viendra solennellement s'engager devant Dieu et devant les hommes. Ces officiers de police judiciaire à compétences spéciales sont conscients des attentes de l'État qui est leur employeur et du peuple qui les observe. En réalité, nous sommes appelés à dénoncer tout acte qui vise à réduire notre nombre de routes qui n'est pas déjà très grand. Donc ça fait que nous avons une lourde responsabilité. Selon le code de procédure pénale. Étant donné que l'État camerounais a mis sa confiance sur nous, nous allons servir fidèlement notre pays comme il se doit. Nous allons appliquer la loi et rien que la loi, telle que ça a été prescrit par le procureur. Le procureur de la République va rappeler à ses OPJ assermentés que trahir le serment, c'est trahir la nation. C'est pourquoi ils doivent avoir le code de procédure pénale comme livre de chevet. L'État, pour sa part, a de grandes espérances pour l'avenir. Le résultat devrait être dans la régression des actes d'infraction à la route, qui peut être des actes de dégradation de la chaussée, des actes d'encombrement de la chaussée, ou tout autre axe prévu par la loi. Nous attendons de nos collaborateurs qui puissent contribuer à cet élan de protection du patrimoine routier national. En fonction, depuis leur sortie de l'école en 2010, ils vont maintenant sévir et frapper tout ce qui met en danger le patrimoine routier national. Restons avec ce tandem pour parler de la CEMAC qui échange sur sa compétitivité dans l'espace économique africain et mondial. L'atelier de réflexion pour le faire est ouvert depuis ce 7 août 2013 dans la capitale économique du Cameroun, c'est la ville de Douala. Et pendant 3 jours, les experts vont s'attarder sur la question faire le bilan en mi-parcours, question de trouver les axes stratégiques pour atteindre les objectifs qui se sont fixés à l'horizon 2015. C'est Tetka et José Ngougon une fois de plus. Le dit atelier, important à plus d'un titre, a été ouvert par Pierre Moussa, le président de la commission de la CEMAC. Les participants, pour la grande majorité, viennent des 6 pays membres de la CEMAC. L'on a également remarqué la présence de nombreux organismes partenaires. Mis en œuvre en 2011 avec achèvement en 2015, il est temps de faire un bilan à mi-parcours, ce qui va permettre d'enregistrer les points forts à préserver et à améliorer les zones d'ombre. Le programme économique régional, mieux élaboré, peut redynamiser la zone CEMAC et la rendre plus compétitive. Le souhait étant que le quotidien des 45 millions d'habitants de l'espace Afrique centrale soit amélioré. Un but qu'il faut atteindre grâce à l'appui multiforme des partenaires extérieurs au développement. Mieux structuré, le programme économique régional peut révolutionner la sous-région Afrique centrale et consolider sa marche vers l'intégration réelle. Voici à présent une attitude de Pierre Moussa. Il est le secrétaire exécutif de la CEMAC et il s'exprime au micro de CAMS 24. C'est que le PR est un programme de développement de la zone CEMAC qui a été adopté par les chefs d'État en 2010 à Bangui et qui veut unifier l'espace CEMAC, qui veut l'unifier à la fois en termes de politique sectorielle commune et en termes d'infrastructures qui désenclave au plan interne l'ensemble de la CEMAC, l'ensemble du territoire CEMAC. Et beaucoup de corridors d'intégration physique sont prévus et il s'agit maintenant de voir dans quelle mesure ce programme, d'abord demeure pertinent, on regarde des nouveaux enjeux mondiaux,
depuis. La crise internationale est passée par là. Il ne faut pas non plus oublier. Et si ce programme se réalise dans les bonnes conditions et lesquelles, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre ce programme sur les rails afin d'accélérer le processus d'émergence de notre communauté. C'était donc Pierre Moussa, le président de la commission de la CEMAC, au micro de Serge Tetka. Parlons cette fois éducation avec l'enseignement secondaire privé du littoral qui s'évalue à Douala. Le comité régional de cet ordre d'enseignement s'est réuni ce 7 août 2013 en vue de débattre du fonctionnement des établissements scolaires privés de la région du littoral au sorti de l'année scolaire 2012 et 2013 et également faire un arrêt sur le phénomène des établissements clandestins, toujours d'actualité dans cette partie du pays. Explication à Eric Ticheux, José Ngogan. Les travaux étaient consacrés d'une part à l'examen du fonctionnement actuel des établissements scolaires privés du littoral et de leurs relations avec la tutelle et les administrations partenaires d'autre part. Ici, l'on a appris que l'enseignement privé dans le littoral connaît de nombreux problèmes, notamment la persistance du phénomène des établissements clandestins en dépit des efforts fournis par les autorités administratives, le paiement irrégulier des salaires au personnel, le non-respect du calendrier de production des documents périodiques, entre autres. C'est la longue question de débattre sur tous les problèmes que nous avons vécus, sur le plan financier, sur le plan administratif et surtout sur le plan pédagogique. Sur le plan administratif, vous le connaissez autant que nous, ce phénomène d'établissement clandestin qui va galopant. Et le gouverneur l'a d'ailleurs remercié l'initiative du délégué régional qui a commencé à fermer ces établissements plus tôt. Face à ces manquements, il a été demandé aux responsables éducatifs de mener une lutte courageuse contre les institutions qui ne respectent pas les normes et exigences de gestion d'une structure scolaire, quitte à proposer à la hiérarchie leur fermeture afin d'emboîter le pas à la délégation régionale des enseignements secondaires active sur la question. Il faut noter que cette rencontre se tient au moment où tous les résultats des examens officiels ne sont pas encore proclamés, chose qui aurait permis de présenter le bilan global de l'année scolaire 2012-2013. Écho des municipalités à présent avec la commune d'arrondissement de Douala, 3e, c'est dans la capitale économique du pays, qui a désormais une idée de son compte administratif au terme de l'exercice 2012. Il a été présenté ce 7 août 2013 au cours d'une session du conseil municipal, présidée par son maire Omarou Fadil en présence du préfet de département du Vouri, Nasseri Poulbeya. Le bilan axé sur la gestion au terme de l'exercice 2012 a mis en avant les plans de la recette municipale, de la comptabilité matière ainsi que des projets réalisés à hauteur de 54,76% par rapport aux prévisions budgétaires de l'année achevée. Les détails avec Divinapi et Benoît Dokmo. Le bilan que présente le conseil municipal de Douala 3e au terme de la mandature de 2007 à 2012 semble flatteur selon les responsables des travaux. Notre démarche s'explique par le produit des recettes fiscales, les centimes additionnels communaux, les taxes communales, les produits financiers qui ont connu un fort taux de recouvrement et les subventions de fonctionnement. Le taux de réalisation physique sur le terrain est ainsi relevé. Nous avons reprofilé des routes. Le tronçon 8e arrondissement, Carrefour Bana, en passant par le lycée d'Oyak. Nous avons reprofilé la route de Niala-Dallas, à partir des rails, là où les Chinois ont travaillé, en allant vers le domicile du 6e adjoint au maire. Nous avons reprofilé les routes en Colbon, en face de la station service total. Nous avons également reprofilé, ouvert une bretelle à Niala Château, à la descente de Niala Château. Nous avons fermé les nids de poules en Dokpassi, précisément en Dokpassi 3. Cependant, le détournement de recettes par le personnel, l'incivisme fiscal externe et autres défaillances empiètent sur les projets. Il y a beaucoup de voies reprofilées que nous n'avons pas réalisées. Il y a des constructions, par exemple des postes de police que nous n'avons pas fait. Il y a des ouvrages traversiers que nous n'avons pas réalisés, mais qui sont aujourd'hui en train d'être recensés pour pouvoir obtenir demander des crédits auprès de FECOM. On n'avait pas autant de moyens pour pouvoir les réaliser. Et aussi les dispositifs techniques que nous avons aujourd'hui
On ne les avait pas hier, puisque le maire nous a doté d'une tractopelle. Il nous a repaillé la niveleuse qui a passé beaucoup de temps au garage à Tractafrique. C'est parce qu'il nous a livré cela que nous avons pu commencer et réaliser ce que nous vous présentons aujourd'hui. Le compte administratif de l'exercice 2012 de la commune d'arrondissement de Douala 3e a été ainsi adopté au cours de la dernière session ordinaire du conseil sous la vigilance de la tutelle, le préfet du département du Vouri, Paul Béa Nasseri. Toujours des municipalités, on parle de ce passage des témoins à Garoua 1er. Élu sénateur le 14 avril 2013 dernier, l'honorable Youssoupha Daoua a officiellement quitté ses fonctions de maire de la commune locale ce mercredi 7 août 2013. Il a passé le témoin à Issaga Labaran, qui était jusque-là son premier adjoint dans l'ordre électif. La cérémonie de passation de service était présidée par le préfet du département de la Bédoué, Mamoudou Aman, en présence de tous les conseillers municipaux que compte la municipalité. Et les détails avec Giscard Aman-Bonnier et Amadou Bello. C'est avec le cœur lourd d'émotion que le sénateur Youssoupha Daoua s'est officiellement séparé de ses attributs de maire devant ceux-là même qui lui ont apporté leur soutien tout au long de son parcours. Dans son allocution de revoir, l'ex-maire de Garoua 1er a exhorté son successeur Issaga Labaran et toute l'équipe en place à redoubler de vigilance pour qu'au soir du 30 septembre prochain, la commune d'arrondissement de Garoua 1er reste sous la bannière du ADPC. Les textes sont clairs. On ne peut pas être sénateur et maire. J'ai déjà porté l'écharpe de sénateur à Yaoundé, à l'Assemblée nationale. Donc depuis ce jour-là, j'ai écrit une lettre au ministre de l'administration territoriale pour lui dire que j'ai choisi d'être sénateur, puisque c'est là que mes collègues conseillers municipaux m'ont envoyé. Alors qu'il se disait avoir jeté son dévolu sur le poste de sénateur pour valablement représenter les collectivités territoriales décentralisées à la Chambre haute du Parlement, l'ex-maire passe le témoin à son adjoint qui devra exécuter les affaires courantes en attendant l'issue des élections du 30 septembre prochain. Vous savez que quand on vous installe, c'est d'abord une mission. Et puis je prends ça avec beaucoup de responsabilité. C'est un défi. Parce que quand on vous installe à deux mois des élections, on vous donne la mission de gagner les élections. Je crois que c'est ça que je vais faire en organisant tout l'exécutif et le personnel et les populations de l'arrondissement de Garoua 1er pour amener le RDPC à gagner ces élections prochaines. En rappel, le départ du maire s'applique aux dispositions de la loi numéro 2004/19 du 22 juillet 2004 fixant les règlements applicables aux communes dans sa partie consacrée aux incompatibilités. Youssoupha Daoua, qui avait à choisir entre le poste du maire et celui du sénateur, a tranché net en choisissant la voie qui lui trace son parcours politique, s'asseoir à la Chambre haute du Parlement. Législative et municipale 2013, la CONAC veut débarrasser le processus électoral des pratiques de corruption. Ceci à travers une série de conférences que la structure organise. Et depuis ce matin, la toute première s'est tenue ce jour, donc ce 7 août 2013, dans la capitale économique du Cameroun. Le thème ici est comment débarrasser le processus électoral des pratiques de corruption. Il s'agit donc d'un ensemble de conférences qui vont courir de ce 7 août jusqu'au 12 septembre 2013 prochain. La rencontre qui s'est tenue au groupement interpatronal du Cameroun a vu la participation de plusieurs journalistes et autres hommes politiques. Voici à présent une attitude du conférencier même de cette rencontre. Le professeur Claude Abbé s'exprime au micro de Camus 24. Pour l'enracinement de la démocratie, que ça fausse la démocratie et que de ce point de vue-là, il faut pouvoir la combattre. Et pour la combattre, il y a trois voies. Il y a l'éducation des masses, c'est-à-dire la socialisation politique. Il faut faire émerger une culture politique. En dehors de ça, il faut observer une situation de veille pour pouvoir dénoncer les situations de corruption qui émergent. Et troisièmement, il y a le troisième levier qui est celui de la répression. Il y a un certain nombre d'outils qui existent dans le code pénal et dans le code électoral qui pourraient être mobilisés pour justement lutter contre la corruption. Parlons toujours des législatives et municipales avec les candidats du RDPC, les membres des bureaux de section et sous-section dans le département du Fako qui cherchent de l'argent pour accompagner
la campagne en vue de l'échéance du 30 septembre 2013 au prochain. Il faut dire qu'ils se sont retrouvés récemment dans un huis clos. C'était à Limbé au fin de proposer des stratégies en vue de mener à bien la campagne électorale pour le double scrutin. Explication Dixon Jockey, Bintou Akoum. Selon les sources du parti, il était question au cours de cette réunion de susciter la mobilisation des fonds à hauteur de 70 millions de francs CFA pour battre campagne et proposer des stratégies pour ces élections. Cette réunion tenue dans la salle de conférence de la communauté urbaine de Limbé, initiée par le sénateur Peter Mafani Musonge, a été introduite par Tortil Monono, conseiller technique à la présidence de la République, qui a demandé aux participants de prendre des engagements et cultiver la loyauté au parti à travers les contributions et aux candidats de privilégier l'intérêt général. La réunion considérée comme déterminante s'est achevée par la lecture des messages de félicitations envoyés aux têtes des listes RDPC dans le département du Fako par le sénateur Peter Mafani Musonge. En rappel, le département du Fako compte 7 mairies et 4 sièges à l'Assemblée nationale et avec le rejet de la liste RDPC à Tico, le RDPC compétira désormais dans 6 municipalités. Parlons à présent habitat dans la région de l'extrême nord avec des sites de recasement définitifs pour les sinistrés qui verront bientôt le jour dans le département du Mayo-Danaï. L'annonce a été faite au cours d'une réunion de concertation tenue à Maroua entre les acteurs impliqués dans la gestion des crises des inondations de 2012 et une équipe interministérielle composée du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. La réunion avait pour but d'évaluer également les travaux d'urgence engagés sur la digue le long du fleuve Logone et celle de retenue d'eau de Maga. Plus de détails, retrouvons Célestin Tabouli et Donald Anouzor. Notons d'entrée de jeu que dans le cadre du recasement des sinistrés, suite aux inondations de 2012 dans la région de l'extrême nord, des travaux topographiques ont été réalisés dans 8 sites retenus dans le département du Mayo-Danaï. Lesquels sites ont été déclarés d'utilité publique à la faveur d'un arrêté du ministère en charge des domaines. 61 769 sinistrés répartis dans 5 899 familles seront bientôt définitivement réinstallés dans ces sites d'une superficie globale estimée à 431 hectares. Les bénéficiaires sont les sinistrés des arrondissements de Maga, Vélé, Gaïkaï et Yagua. Il ressort des assises de ce mardi que toutes les dispositions ont été prises par les autorités impliquées dans la gestion de cette crise pour un aboutissement sans fausse note de recasement des sinistrés. Plus précisément, chaque famille bénéficiera d'un bâtiment pour logement de 3 chambres bâti sur une superficie de 1000 m². Les assistés ont également permis d'évaluer les travaux d'urgence engagés le long de la digue de protection le long du fleuve Logone et celle de retenue d'eau de Maga, lesquels travaux sont exécutés respectivement par le corps du génie militaire et la SEMRI. À en croire le gouverneur, les travaux sont à ce jour presque achevés, ce qui rassure les populations riveraines qui se souviennent encore du cauchemar des inondations de 2012. Apprend-on que les travaux à moyen et à long terme sont également annoncés. C'est dans l'optique d'une solution durable aux problèmes posés par les inondations. Sont prévus à cet effet 58 milliards de francs CFA pour la réhabilitation totale des infrastructures hydrauliques et leurs ouvrages agricoles, ainsi que les périmètres rizicoles. Le projet est financé par la Banque mondiale. En religion, les fidèles musulmans de Garoua se préparent pour la fête de l'Aïk-Fikr qui pourrait donc intervenir soit jeudi ou vendredi. Dans les marchés, chez les tailleurs comme au sein des familles, les uns et les autres n'attendent plus que le jour J, au cours duquel ils vont se mobiliser pour la grande prière qui sera dirigée par l'imam de la grande mosquée de la ville, Modibo Djafarou. Les détails avec Giscard Manbonnier et Bintou Akoum. C'est une effervescence totale que l'on observe dans les artères de la ville de Garoua. Au marché central, quelques personnes se dirigent soit chez les tailleurs, soit dans les marchés des vivres frais pour s'approvisionner afin que la fête soit réussie. On a profité un peu. Mais avant, il n'y a pas de marché, mais maintenant ça va un peu. Des fois tu as trouvé un peu, des fois tu n'es pas trouvé, mais ce n'est pas comme avant. Cette période, on a beaucoup à faire. On est surchargé parce que toute personne veut satisfaire sa famille. Les membres de la famille, les amis, les parents, tout le monde. Donc la période, il y a vraiment à faire. On est sûr de satisfaire aussi nos clients.
Cet événement de grande envergure a été préparé tant sur le plan spirituel que festif par les musulmans de Garoua qui ont observé une période de jeûne de 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 28 jours de Ramadan, donc il nous reste un jour. Demain, il se pourrait que demain soit la fête, ou bien après-demain soit la fête. C'est selon la lune, l'apparition de la lune au ciel. Barkada Salah ou bonne fête de Ramadan. Cette courte phrase est déjà formulée par les musulmans et autres populations. La fête de fin de Ramadan, édition 2013, au vu des préparatifs en amont, laisse voir une réussite sur le plan festif et surtout de demander à Dieu, pendant la grande prière du jour, de donner les moyens et forces pour les éditions à venir et bien au-delà d'assurer la paix et le développement du Cameroun. Et demain, ou alors après-demain, la fête. À l'étranger, Kenya, un gigantesque incendie paralyse l'aéroport de Nairobi. Aucune victime n'est connue pour le moment. Pendant ce temps au Yémen, c'est Washington et Londres qui évacuent leurs diplomates en raison des menaces d'attentats. La rédaction de C24 nous résume l'actualité internationale. Un gigantesque incendie qui a ravagé mercredi le principal aéroport de Nairobi, hub aérien africain, n'a fait aucune victime, mais d'énormes dégâts et contraint les compagnies aériennes à annuler ou dérouter l'ensemble des vols internationaux. 2 jours avant cet incendie majeur, l'activité de l'aéroport avait déjà été sérieusement perturbée par des problèmes d'approvisionnement en kérosène. Une menace immédiate et précise d'une attaque terroriste d'Al-Qaïda au Yémen, les États-Unis n'ont aucun doute et exhortent leurs ressortissants à quitter sans attendre le pays. À l'origine de cette alerte, des messages interceptés entre 2 hommes, le numéro 1 d'Al-Qaïda et son responsable dans la péninsule arabique, planifiant un attentat pour la fin du Ramadan. Selon Washington, les risques concernent tous les intérêts occidentaux. L'affaire tombe au plus mal en pleine tempête politique après la remise en liberté de 3 hommes. Le Canard enchaîné daté du mercredi 7 août affirme que des dizaines, peut-être des centaines de détenus en France pourraient être prochainement libérés à cause d'un bug juridique. Ces révélations ont été confirmées par le ministère de la Justice qui parle de 3499 peines concernées. Mercredi, Christian Taubira, la ministre de la Justice, a indiqué qu'à cette heure, 13 cours d'appel ont achevé leur vérification. Ces vérifications concernent 848 condamnations et 6 personnes ont déjà fait l'objet d'une libération le 26 et le 30 juillet. Le ton monte en Tunisie où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la nuit de mardi à mercredi en banlieue de Tunis. Ils réclament le départ du gouvernement dirigé par les islamistes d'Ennahda. La police a mené ces derniers jours une série d'opérations contre des cellules préparant, selon les autorités, des attentats. Un terroriste, le second depuis vendredi, a été tué mardi par les forces de l'ordre en banlieue de Tunis. Demandez le programme à suivre tout juste après ce journal sur votre antenne TV. Une autre édition de l'émission Ordonnance avec le médecin de service Albertine Bidjaga qui revient cette fois avec une prescription sur le dépistage et le traitement des hépatites. L'information est en continu sur Canal 24. Bonsoir.